Philippe Wouters, on a la chance de vous avoir. Vous venez Merci beaucoup, oui. d'assez loin quand même. Oui, Montréal en fait. La belle province. Donc bonjour tout le monde. Comment ça va? C'est bien, hein? Moi j'aime ça les formules, on boit tout le temps puis on oublie qu'on a bu trop. Donc Marie-Laure, t'avais quelque chose à rajouter? Quelques mots pour se présenter quand même. Ben oui, excuse-moi, vas-y. Voilà, alors journaliste, Oui, à la tête du magazine Bière et Plaisir, tout un programme. exact. Donc on est une publication gratuite qui est distribuée à 75 000 exemplaires à travers le Québec. On touche à peu près 200 000 lecteurs par mois. Donc on est en fait la plus grande publication francophone actuellement distribuée partout. Et moi je me définis comme buveur professionnel. Savez-vous la différence entre un buveur amateur, c'est-à-dire vous, et un buveur professionnel, moi? C'est que vous, vous payez et moi, on me paye. Ça revient à peu près à ça. C'est un chouette métier. Exact, hein? Alors on va commencer. Voilà, on va parler donc des couleurs, donc les blondes, les rousses, les brunes. Alors, Exactement. moi j'avais une petite question parce qu'une blonde chez vous au Canada, ça veut dire quelque chose quand même. Mais en fait, la couleur... Qui commande sa bière par couleur ici? Levez la main. Allez, n'hésitez pas, là, on va dire... bon, est-ce que ça vous dérange de le faire? Vous avez raison. Ne changez rien. On change rien. Par contre, on va rajouter des choses supplémentaires. C'est-à-dire que commander sa bière par couleur, c'est grosso modo comme commander son vin par couleur. Et à la limite, quand vous arrivez dans un restaurant, puis qu'on va vous proposer de choisir un vin, qu'est-ce que vous allez faire? La première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on veut boire du blanc ou est-ce qu'on veut boire du rouge? Pourquoi? Parce que dans le rouge, on sait qu'on s'attend à certaines saveurs, certains arômes. Avec les rouges sont en règle générale plus tanins. Et le blanc, on s'en va sur d'autres choses. Et ensuite de ça, on va sur des cépages, on va sur des appellations, etc., etc. La bière, c'est exactement la même chose. C'est un peu ce que je vais définir ici. Alors, la première étape qui est intéressante, c'est qui est le consommateur de bière partout dans le monde? En l'occurrence, qui êtes-vous? Et moi, j'aime ça quand c'est interactif. Si vous attendiez à faire 40 minutes à entendre parler un gars avec un drôle d'accent bizarre, là, oubliez ça, c'est pas ça qu'on va faire. Fait que qui êtes-vous? Nommez-vous. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, madame, est-ce que vous aimez la bière? Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme bière? Oui, merci Marie-Laure, parce que... Nommez-moi un truc que vous aimez, là, peu importe, là. Une marque, un style, une couleur, on s'en fout. Les stouts. Les stouts. Parfait. Donc là, on est effectivement sur des bières noires. Et pouvez-vous me dire la différence entre un stout et un porteur? Je sais qu'il y a une différence, mais... Oui, il faut parler proche du micro, parce que... Je sais qu'il y a une différence, mais je suis pas... Vous savez qu'il y en a une? Ouais, mais- En fait, il y a une différence entre stout et porteur, c'est qu'historiquement, il n'y en avait pas, puis maintenant, on en a créé une. Ouais, ouais. C'est ça qui est génial avec ce style-là. Merci beaucoup, vous avez été parfaite. Quelqu'un d'autre, vite fait, comme ça? Monsieur, par exemple, qu'est-ce que vous aimez boire? Les bières blanches, quel genre? Blanche allemande ou blanche belge? Donnez-moi une marque, là. Blanche de Namur. OK, monsieur n'aime pas la bière. Alors... Je blague. Et je vous avais dit, hein, sur la description, il y a marqué que je suis irrévérencieux et facétieux. Donc, blanche de Namur. On est sur une blanche belge, un peu de coriandre, un peu d'écorce d'orange, parfait. Quand vous parlez de bière, quand on commande la bière, le consommateur, c'est qui? Vous avez, dans la vie des consommateurs, le consommateur de marque, c'est celui qui va tout le temps, en règle générale, acheter sa bière. Donc là, en France, on va avoir les grandes brasseries et les grandes chaînes qui vont prendre effectivement beaucoup de place dans le secteur HoReCa, dans le secteur HRC, c'est-à-dire dans les bars, vous allez avoir soit les bières belges, soit les grandes brasseries, Kronenbourg, etc. Et lui, en règle générale, il va boire sa marque, puis il va rester là-dessus. Vous avez le beer geek. Le beer geek, lui, sa vie tourne autour de la bière artisanale. Fait qu'il ne boit pas une bière tant et aussi longtemps qu'il ne connaît pas le nom du chien du brasseur. Okay? Donc ça, c'est quoi? C'est qu'on va chercher effectivement un univers social lié aux brasseries. Il fréquente les festivals, il fréquente les événements bières, il fréquente les bars à bière. Et puis vous avez toute une gamme de brasseurs, de consommateurs amateurs. C'est-à-dire des consommateurs qui décident de boire de la bière parce qu'ils trouvent ça le fun, qui ne sont pas obligés de passer 6 mois par année en formation pour savoir la différence entre un stout, un porteur, les différentes IPA, etc. Et qui fait le marché. C'est lui qui consomme le plus la bière. C'est lui qu'on doit aller chercher. C'est lui qui est intéressant parce que c'est lui qui crée le volume. On peut avoir la meilleure bière au monde, on peut avoir la meilleure brasserie au monde, s'il ne vend pas de bière, ça sert à rien ce qu'il fait. C'est ça la grande différence. Alors ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ça, ma question est, que voyez-vous ici? J'ai mis 3 bières.
Alors, on va aller faire un tour ici, là. Monsieur, vite fait, lâche ton téléphone. Les 3 bières ici, qu'est-ce que tu vois? La différence entre les verres. La différence entre les verres. Nomme-moi, selon toi, la bière la plus rafraîchissante. C'est un peu de la triche ou facile, mais je pense que tout le monde dirait celle qui est à droite. Pourquoi? Mais je suis pas sûr parce qu'en fait, elle a la condensation et on dit qu'elle est vraiment fraîche. Eh ouais, la condensation, elle dit qu'elle est vraiment fraîche, t'as raison. Ensuite de ça, on est dans un verre qui pourrait rappeler que c'est une pils. Un verre de soif. Donc un verre de soif. Celle du milieu, on est sur quelque chose qui me semble un petit peu plus gastronomique. On est sur un produit qui a effectivement un petit peu plus d'arôme, c'est naturel. Et celle de gauche, elle viendrait de quel pays? Pardon? Allemagne. L'Allemagne, à cause de la forme du verre. Ouais. Ça, c'est 40 ans de marketing. Mais bien sûr, c'est que ça. Ah oui, c'est que ça. Et en fait, ce marketing-là, il vous appartient dans le sens que la meilleure façon, c'est là-dessus. Le verre fait beaucoup. En Belgique, moi, je suis belge. Donc, j'habite au Québec, mais ça fait 20 ans que je suis au Québec, mais je suis belge. En Belgique, on fait un verre, une bière. Si on réfléchit d'un point de vue typiquement dégustation analytique, ça ne sert pas à grand-chose. Puisqu'en fait, si vous regardez les verres des bières trappistes, on est sur un verre en forme de ce qu'ils appellent la forme de calice. On est surtout sur un verre assez évasé pour laisser les arômes ressortir. Alors, si on n'avait qu'un seul verre pour toutes les mêmes brasseries qui ont des profils de bière qui sont assez expressifs, ce serait pas mal utile. Et d'ailleurs, les courants des tendances font en sorte qu'on commence à sélectionner des verres. Regardez ici, vous avez un choix de 3 verres différents. Qu'est-ce que vous avez pris principalement comme verre? Le verre de dégustation entre les 3. Ah non, toi, t'as pris le verre IP. Ah, c'est toi, il y en a un dans le salon, c'est toi. Alors, vous avez effectivement raison. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, la couleur de la bière, ça vient d'où? La couleur de la bière, ça vient de la céréale. On va se le dire tout de suite, la couleur de la bière ne définit pas le profil de la bière. Point, je suis d'accord avec ça. Par contre, la couleur de la bière va définir plusieurs indices sur le profil de la bière. Nous avons ici 3 types de malt. Nous avons un malt pâle, un malt caramélisé et un malt brun, un malt au chocolat. Le malt pâle va développer en brasserie un petit nez, effectivement, on va être sur le pain, on va être sur la mie de pain, on va être sur quelque chose de très léger. Le malt caramélisé va aller nous chercher des notes un petit peu plus caramel, un petit peu plus mélasse, un petit peu plus biscuit. Le malt chocolat ou torréfié va aller chercher des notes un peu de café, de torréfaction, de toast, de toast brûlé, donc de pain grillé. C'est normal. Et quand on va aller goûter des bières, on va s'attendre effectivement à ce que les bières aient un profil assez semblable. Maintenant, nommez-moi la couleur de la bière qui est la plus consommée dans le monde. La blonde. Et pourquoi est-ce qu'on consomme beaucoup de blondes? Pour la simple et bonne raison qu'historiquement parlant, si on compare les faits historiques, le raz-de-marée de la Pilsner en Europe au milieu du 19e siècle a fait énormément de dommages dans le monde de la brasserie artisanale au siècle dernier. Je m'explique. Nous avons un brasseur allemand du nom de Seldmar qui décide dans la région de Pilsen en Bohême de brasser une bière, d'apprendre à brasser une bière très très digeste. Malt 100% Pilsen, malt clair, léger houblon, fermentation basse. Alors fermentation basse, on est sur quoi? On est sur un principe de levure qui vont travailler à des basses températures et qui ensuite de ça, on va faire un lagering. En allemand, lagering, ça veut dire de repos, grosso modo de la garde. Et donc ça va prendre du temps. Et ça va prendre également des installations froides. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'ils faisaient? Historiquement parlant, il y avait des brasseries qui utilisaient des grottes, donc des cavernes qui étaient à peu près à 10, 9, 10, 12 degrés et qui ont pu effectivement utiliser ce principe de lagering. D'ailleurs, il y a au milieu du 19e siècle, on a eu une guerre civile en Allemagne qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus s'installer en Amérique du Nord. En l'occurrence, on a eu un brasseur qui s'appelait Miller, qui a décidé de s'installer à Milwaukee. Puis lui, il avait quoi comme recette? Il avait la recette de la Pils. Il est venu faire ça à Milwaukee. Il a trouvé des grottes. Il a décidé de faire une bière. L'avantage de cette bière-là, c'est qu'elle était extrêmement digeste, facile à boire. On est au milieu du 19e. On fait des bières sans trop savoir ce qu'on fait. On fait ce qu'on appelle des bières avec un savoir-faire empirique. On ne sait pas ce qu'on fait. Il y a encore quelques brasseries que c'est comme ça, mais beaucoup moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on brasse donc des bières avec épices, céréales, coriandre. On rajoute pas mal de choses. La coriandre était utilisée partout en Europe parce qu'elle avait tendance à camoufler l'oxydation de la bière par le temps.
On brasse beaucoup de blanches. Blanche de Namur, t'en as nommé, mais c'est des blanches de ville. La blanche de Berlin, qui était une bière que l'on buvait assez frais. La blanche de Paris, il y avait au-dessus d'une vingtaine de brasseries à Paris, on brassait de la blanche, bière de blé. Et donc tout ça, ce sont des écrits qui existent avec des recherches. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu arriver la Pilsner, il y a des grandes brasseries de l'époque qui ont commencé à miser là-dessus. Et on a vu arriver une bière facile à boire que les gens consommaient 2 à 3 fois plus. Et les brasseries qui ont commencé à faire le pari de sortir de la bière Pilsner blonde et d'en vendre, ont commencé à récupérer le marché. Ça a été un véritable raz-de-marée. Ça a commencé fin du 19e pour terminer à peu près avant la Seconde Guerre mondiale, puis ça a repris par la suite. Mais après la Seconde Guerre mondiale, j'ouvre une parenthèse, on a commencé à travailler sur des process de fabrication pour gagner plus d'argent. Maïs, riz, ce genre de choses-là. Et donc, ça a tellement été un raz-de-marée sur la blonde qu'historiquement parlant, il y a des brasseries qui ont commencé à se dire je vais faire de la bière de la même couleur pour faire croire aux consommateurs qu'elle est aussi désaltérante, aussi fraîche que de la Pils, mais moi je vais la faire avec mon procédé de brassage qui est en fait une brasserie classique ale qu'on peut retrouver. Et donc ça c'est intéressant parce que on va commencer à avoir effectivement de plus en plus de bières qui vont passer de brune à blonde. La Duvel, pour ceux qui la connaissent, était brune. On l'a passée à blonde pour augmenter les ventes. Westmalle nous a sorti la première triple dans les années 30 pour tout simplement faire quoi? Une bière blonde. D'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi une double est brune et une triple est blonde? Si historiquement parlant, on dit que c'est le nombre de quantités sèches par rapport au liquide. Ça marche pas. Tu prends, on va faire une recette de soupe. Tu fais une soupe au poireau. Tu prends un poireau, tu prends 2 poireaux. Ça va avoir la même couleur. Bah, tu fais une soupe de céréales, tu prends peu de céréales ou tu prends beaucoup de céréales, ça va avoir la même couleur aussi. Enfin, en plus, ça va même foncer. Et dans ce cas-ci, on se rend compte qu'on va avoir toute une espèce de branle-bas de combat de brasserie qui vont faire en sorte que pour le consommateur, blond égale frais. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ensuite de ça, du côté de la brune, ben la brune, il y a eu 2 jeux. D'abord, les Belges nous ont sorti beaucoup de bières de couleur brune. On est allé avec la double, on est allé avec la quadruple et le sucre. Et le sucre a été ajouté au début du XXe siècle en Belgique parce que ça permettait tout simplement d'augmenter le taux d'alcool sans toucher à la buvabilité de la bière. Le sucre est entièrement fermenticible. Et donc, encore une fois, on a effectivement ces bières qu'on considère, les brunes, peuvent être soit sucrées, soit amères, complètement. Mais la buvabilité, en fait, des bières brunes légères, c'est pas forcément dans les habitudes du consommateur. La bière noire, ici, fait peur. Les noires brunes, ici, là, on a l'impression que ça va être super amer. D'abord, on a un brasseur irlandais qui a fait fortune grâce à l'Europe avec en importation. C'est qui? C'est Guinness. Mais Guinness, techniquement, là, c'est moins calorique qu'une blanche. Il n'y a rien dans la Guinness, là. Donc, c'est vraiment complètement différent comme approche. Et puis, bien évidemment, on a les phénomènes au niveau de l'ambré. C'est typiquement francophone comme phénomène. Où là, dans ce cas-là, tout ce qui est ambré et rousse, on vient jouer sur des appellations qui ont été utilisées ces 50 dernières années pour venir tout simplement nommer des bières de manière francophone, donc à la française. Mais je dis francophone parce que c'est également ce qu'on voit au Québec depuis les années 80. Et dans ce cas-là, on est allé venir nommer des bières en fonction de la couleur, mais il y a un profil céréalier derrière ça. Dans le sens que, pour la très très grande majorité des bières, 99% de celles-ci, une bière blonde n'est pas censée donner des notes de café, des notes de chocolat. Une bière noire n'est pas censée être légère sur la céréale. Vous comprenez? Dans le sens qu'il y a un profil. Alors bien évidemment, la bière, c'est bien plus qu'un profil aromatique lié à la couleur. Mais ceux qui parlent de couleur parlent surtout d'une chose, c'est les sensations. C'est-à-dire de qu'est-ce que la bière est capable de m'offrir comme saveur et comme arôme. On y arrive. Et pour terminer, je ne peux m'empêcher d'en parler. Les grandes brasseries et les brasseries familiales dans les années 80 nous ont flingué les bières de fruits. Pourquoi? Fruits égale sucre. C'est pas vrai. On a commencé à voir arriver d'abord le sucre. Le fruit contient du sucre qui est le fructose. Le fructose est entièrement fermenticible. Vous donnez une levure et des fruits, la levure, elle va vous dire merci. Là. Elle va avoir beaucoup de plaisir à venir transformer effectivement les sucres du fruit en alcool. Et c'est ça qui fait en sorte que maintenant les bières, quand vous y goûtez, et puis il y a des choses très intéressantes sur le salon, vous allez avoir effectivement des bières fruitées, non sucrées. Pourquoi? Fermentation du fruit. Et là, on va aller chercher des arômes. Et plus tu enlèves les sucres d'un produit, plus tu camoufles les arômes. Donc parfois, si vous avez une bière qui est extrêmement sur le fruit, posez-lui la question, est-ce que vous avez rajouté des arômes de fruits après? S'il est honnête, il va effectivement vous dire fort probablement oui. Ça peut être tout à fait naturel. Hein.
dans le sens qu'on peut rajouter des arômes de fruits, une purée de fruits ou quelque chose de tout à fait naturel en fin de fermentation. Ça ne veut pas dire que le brasseur triche. Donc vraiment pas. C'est juste que l'augmentation des bières fruitées est venue aussi avec un marketing qui était extrêmement lié aux femmes. Et là, on est commencé à partir bière de femmes, etc. Et moi, je connais des femmes, puis regardez, c'est pas compliqué. Dans le milieu craft international, il y a énormément de femmes qui fréquentent les bars à bière et on est effectivement sur la IPA. Alors, on parle de couleur, effectivement, de profil. Mais le plus intéressant, c'est que la bière, c'est surtout des sensations. On est en train de vous servir de la bière. Je vais vous demander vous avez déjà reçu la première, je vais vous demander de vous servir ensuite de ça avec la seconde. Et on va faire un petit jeu ensemble, vous allez voir. Marie-Laure, pendant qu'on attend ça, est-ce que tu veux qu'on voit s'il y a des questions? Oui, alors ou quoi? justement, on me demande si on attend avant de déguster. Oui, on attend, s'il vous plaît. On va faire ça vers 6 heures. Non, mais on va attendre que... Je pense qu'il y a quelques bouteilles encore. Vous en avez reçu qu'une? OK, on va travailler avec celle-là. On va attendre que la deuxième arrive ensuite. La partie ici l'a déjà reçue. Alors, la première chose que je fais quand je bois une bière, je sais qu'il y a des conférences qui ont été données sur la dégustation. Mais la première chose qu'on fait, c'est normal, on va regarder effectivement la couleur, l'apparence de la bière. Ici, la première, donc celle de gauche, celle qu'on vous a servie, la plus blonde. Il y a une chose intéressante, c'est qu'on a d'abord une mousse qui est assez intéressante dans le sens que en qualité de conférencier et surtout dans les conférences, la mousse a tendance à être peu tenace. Pourquoi? Parce qu'elle tombe. Et là, dans ce cas-ci, on est sur quelque chose effectivement de couleur blonde. Fait que beaucoup d'entre vous, quand vous avez une bière comme ça qui est posée, souvenez-vous des photos de tout à l'heure, on a l'impression que ça va être super désaltérant frais. Actuellement, en regardant la bière, je ne sais pas son taux d'alcool, je ne suis pas en mesure de pouvoir le mesurer. Je ne sais pas non plus si jamais elle est très amère. Je ne sais pas non plus si jamais cette bière-là a des arômes particuliers. Ce que je sais, par exemple, c'est que je peux y aller par élimination. Je sais que c'est une bière qui va me sembler désaltérante. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'on est sur quelque chose déjà qui risque de ne pas sentir le café, de ne pas sentir le chocolat. Alors c'est sûr qu'il y a des brasseurs qui nous ont amusés à faire des white stout, des stouts blancs, etc. Mais c'est une exception. Et là, ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va venir le sentir. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez tous un nez et un palais différents. Si vous entendez un conférencier qui vous dit « Ouais, la bière, il faut qu'on sente ça, puis il faut absolument que vous trouviez ça », c'est de la connerie. On a tous un palais et un nez différents. Chacun sent ce qu'il veut. Par exemple, si vous sentez... Madame, qu'est-ce que vous sentez? Citron. Parfait. C'est pas une mauvaise réponse. Vous sentez citron à ce moment-là. Monsieur? Écorce d'orange. Intéressant. Donc, on est quand même dans la même famille. On est dans la famille des agrumes. OK? Tu sens? Oui, mais c'est celle-là. Non, ça, c'est la deuxième. Ah oui, tu l'as déjà bu, la première. OK, mais je reviendrai sur la deuxième après. Est-ce qu'il y en a qui sentent autre chose? Est-ce qu'il y en a qui sentent des choses? Oui, vas-y. Un peu biscuit. J'aime ça. Pamplemousse, biscuit, j'aime ça. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sentent des choses? C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, céréales, effectivement, je l'entends. Eh bien, figurez-vous que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau aromatique d'une bière, on peut sentir énormément de choses. Et ça vient des ingrédients. Les céréales, les houblons, les levures, l'eau. L'eau est l'ingrédient principal de la bière. Mais je connais personne au monde qui goûte une bière et qui va faire « Oh, waouh, l'eau utilisée pour faire cette bière-là, elle est top ». OK, c'est vrai, on s'en fout de la flotte. La seule chose, c'est que c'est le truc qu'on utilise le plus en brasserie. C'est quoi la différence entre un verre d'eau et un verre de bière? 5%. C'est le taux d'alcool. Fait que moi, mon médecin me dit « Bois de l'eau ». J'ai trouvé. Ensuite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va venir goûter la bière. Et là, on a quoi? C'est complexe, c'est riche. Si on était sur une Pils, on serait allé sur une amertume sèche. Ici, on est sur du sucre. Ensuite de ça, on a une amertume qui est quand même présente. On n'est pas sur une bière qui est extrêmement ronde. On n'est pas sur un produit de style triple ou belge. On n'est vraiment pas non plus sur une IPA super aromatique. On peut enlever le houblon. On peut enlever l'aromatique du houblon. On peut garder l'amertume sèche en finale. On peut garder le sucre, mais pas trop de sucre.
on peut avoir un beau taux d'alcool. Je vous sers une bière intéressante. Je suis en train de servir une bière que je connais depuis des années. Une bière que je considère qui a fait partie des rares brasseries qui ont relancé un peu le domaine brassicole en France dans les années 80. C'est la Trois-Monts, classique. On est sur une bière de garde française, qui est un style de bière qui définit principalement des bières blondes, légères en alcool, 7, 8, 9% d'alcool. C'est un hybride entre une bière une triple et une bière de saison. Sauf que bière de saison en Belgique, c'est pas forcément un style, c'est surtout une philosophie. Donc ça fait une grosse différence. On est sur quelque chose de sympathique. Et ensuite de ça, on vient de vous servir la deuxième. Même chose. On est sur des notes un peu ambrées. On a une bière voilée, c'est-à-dire non filtrée. On a quelque chose d'intéressant. Si on vient la sentir, là, vous avez du houblon qui apparaît. Et le houblon ne sent pas le houblon. Le houblon sent plein de choses. Si vous avez une bière qui sent le houblon, il y a un problème. Si vous avez une bière qui sent les agrumes, qui sent les fruits tropicaux, qui sent plein de choses, ça fonctionne. Mais si ça sent le houblon, il y a un problème de brassage. Ensuite de ça, on vient y goûter. Et là, on a quoi? De l'amertume. Mais pas une amertume avec un petit point de sucre comme la première. On a une amertume qui est beaucoup plus franche. On a une amertume qui est un petit peu plus tranchante. Laquelle des deux vous préférez? Levez la main ceux qui ont préféré la première. Levez la main ceux qui ont préféré la deuxième. Parfait, on va garder ceux qui ont préféré la deuxième. Donc les gens qui ont préféré la première, merci de sortir. Mais non, bien sûr. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Pourquoi? Ça dépend vraiment de votre goût. On est dans une technique, on est en ce moment dans une tendance très IPA, là, très bien houblonnée. D'ailleurs, IPA n'est plus vraiment un style. Je fais une conférence demain sur les tendances. Puis c'est un peu le but. IPA égale houblon, point. Après, on peut faire n'importe quoi. J'ai découvert des nouveaux styles IPA aujourd'hui. Donc, des trucs vraiment sympas parce qu'on prend IPA, puis on rajoute un mot devant, puis on vient de faire un nouveau sous-style. Mais IPA, c'est houblon. Et en fait, depuis le début, à part de parler de la couleur, je vous parle de quelque chose d'important, c'est la sensation. Et regardez bien, je me suis amusé à classer les sensations de manière à rajouter du vocabulaire sur la couleur. Une bière douce est une bière qui est principalement ni trop sucrée, ni trop amère, ni trop acidulée. C'est doux. Donc, on pourrait appeler ça bière de soif, on pourrait appeler ça ce que vous voulez. On ne parle pas de style. Une bière ronde, c'est une bière qui va contenir un taux de sucre plus élevé. Donc, au niveau brassage, on est sur des degrés plateaux plus élevés, on a une densité finale plus haute. On n'est pas sur de l'alcool, là. On est sur du sucre. Une bière liquoreuse, c'est une bière qu'on va boire, puis qu'on va vraiment avoir une sensation qu'on boit de la liqueur. Donc là, on a un taux de sucre extrêmement élevé. Il y en a un petit peu moins sur le sol français, mais c'est des choses que les Italiens aiment brasser, les Américains aiment brasser. On est sur des barley wine très intenses. On est sur des densités finales pour les brasseurs qui aiment. La densité finale des bières liquoreuses, c'est la densité originale des bières douces. Grosso modo, ça vous donne... on est vraiment sur du costaud. Et puis ensuite de ça, on s'amuse à parler de la bière acidulée, où là, dans ce cas-là, on va venir mettre une pointe d'acidité sur la bière. Donc, cette acidité, elle peut venir de différentes façons. Elle peut venir de la céréale, comme le blé. Elle peut venir de bactéries qu'on aura ajoutées au mou, comme l'acétobactère, les lactobacilles, les pédiococcus, les brettanomyces, qui sont des levures en fermentation. Ça peut être effectivement intéressant. Et puis, vous avez également l'amertume. L'amertume, dans ce cas-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on vient jouer sur l'amertume. C'est le seul goût à la naissance que vous n'avez pas dîné. Le sucre, on adore ça tout de suite. L'amertume, c'est plus difficile. Vous donnez un plat amer à un enfant de 7 ans et un enfant de 77 ans. L'enfant de 77 ans, ses papilles sont habitués à manger ou à boire amer. L'enfant de 7 ans, non. L'amertume, ça se travaille. T'aimes pas les IPA, tu commences à découvrir les IPA, tu reviens 2 ans plus tard à boire ce que tu avais bu il y a 2 ans, puis là tu dis, me semble que cette IPA-là, elle était un petit peu plus amère qu'avant. Non, c'est juste que ton palais s'épuise. Donc l'amertume vient jouer là-dessus. Ensuite de ça, on peut avoir ce qu'on appelle une amertume tranchante. C'est-à-dire où on vient avoir une amertume sèche. Donc là, on est sur des styles de bière en IBU, donc l'échelle internationale d'amertume, l'IBU, donc International Bitterness Unit. On est sur des amertumes qui peuvent être très élevées. Et encore une fois, petite parenthèse,
Le IBU, ça veut rien dire tant et aussi longtemps que tu sais pas c'est quoi le taux de sucre final de la bière. Je peux faire une bière à 40 IBU très sucrée, une bière à 40 IBU peu sucrée. La deuxième va vraiment être plus amère que la première. Donc c'est un ensemble, la bière. Et puis au niveau de l'acidité, vous pouvez avoir une acidité mordante. Là, on est sur des trucs très acides. Framboise, sour framboise de Grand Paris, par exemple. Il y a une belle acidité franche. Moi, j'appelle ça une acidité mordante. On peut avoir ensuite de ça des bières épicées, des bières piquantes. On rajoute des piments, on rajoute du poivre. On va avoir cette sensation épicée. Et puis, on peut avoir des bières fumées, avec du malt fumé. Et donc, on a quoi? On a douce, ronde, liquoreuse, amère, tranchante, acide, mordante, épicée, fumée. Et on a quoi comme couleur? On a blanche, blonde, ambrée, brune, fruitée, noire, rousse. Et avec ça, on a 63 combinaisons. Ces 63 combinaisons, je les ai classifiées de manière à pouvoir parler de toute bière. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'au Québec, on a développé un système de classement de bière basé sur la sensation qui rejoint tout le monde. Tu ne bois plus de la blonde, tu bois de la blonde douce. Puis pour finir, c'est plus vraiment de la blonde que tu bois, c'est de la bière douce. Donc tu peux aller dans la ambrée douce, la rousse douce, la noire douce à la limite, la fruitée douce. Chaque fois, tu vas jouer sur les arômes sans toucher à la sensation. Et puis ici, vous êtes des amateurs de bière amère. Donc vous avez amère et tranchante. Et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez aller sur une blonde amère, une blonde tranchante, où là, on est vraiment sur une grosse amertume. Et à un certain moment, tu te rends compte que ce que tu veux, c'est d'avoir que des bières amères. Donc on s'en fout du style. Il y a des IPA qui goûtent absolument pas le houblon, puis il y a des blanches qui sont très houblonnées. Mais on vient jouer sur quoi? La sensation. Vous avez ici d'ailleurs une photo d'un magasin de bière, magasin de bière qui est utilisé pour... qui utilise le système, où là, dans ce cas-là, toutes les bières sont classées, et le consommateur, ce qu'il fait, il fait juste tout simplement de savoir ce que l'on boit. Ça marche? Alors, si on résume, comment est-ce qu'on peut appliquer ça en tant que consommateur? En tant que consommateur, il y a des choses fort intéressantes. En l'occurrence, vous allez visiter des brasseries. D'ailleurs, les brasseurs, c'est la même chose. Les brasseurs, eux, brassent de la bière. Puis si vous regardez une étiquette, qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette de bière? Qu'est-ce qu'un brasseur marque sur son étiquette? Là, la région? Ah, les ingrédients. Oui, c'est vrai, ici, vous êtes obligé de le faire. Au Canada, aux États-Unis, c'est pas obligé. Il y a une liste d'ingrédients prédéfinis. Et donc, tant que tu respectes la liste d'ingrédients prédéfinis, tu as juste besoin de marquer bière. Donc, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais oui, les ingrédients. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur une étiquette de brasseur? Le taux d'alcool, oui, ça, c'est une obligation. D'accord? Et ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas tous les pays qui l'obligent. Mais ici, c'est obligatoire. La quantité, c'est obligatoire aussi. L'année de la création? Ah, le numéro de l'eau? Oui, ben ça, c'est un peu obligatoire. En fait, il faut que tu aies une date de... Merci, le style. Exact, le style. Donc, on a l'adresse aussi, mais le style de bière. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? En règle générale, on va retrouver une description. Et la description, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler d'arôme. Elle va nous parler de sensation. Et amusez-vous à regarder les descriptions des brasseurs. Elle va nous parler de couleur. Le brasseur, en règle générale, quand il parle d'une bière, va marquer bière blonde, amère, etc., etc., développant des arômes, il va peut-être marquer les houblons, etc., etc. Ce qu'il y a d'avantage également, c'est qu'avec ce système-là, vous pouvez commencer à faire quelque chose de génial qui s'appelle les accords bière-aimée. Alors, les accords bière-aimée, c'est qu'on consomme de la bière en mangeant et on essaie de trouver des choses intéressantes. Nommez-moi des accords bière-aimée que vous avez déjà fait. Pardon? Sour mimolette. Mais là, c'est technique. Une stout et des amandes, oui. Pizza bière foot. Ouais. Mais il y a encore mieux que ça. Qu'est-ce qui marche avec la bière que tout le monde ici a déjà essayé? Les chips. Levez la main ceux qui ont déjà mangé des chips et bu de la bière. Vous avez tous fait des accords bière-aimée. Ben oui, c'est ça, les chips. Puis ce qui est le fun avec les chips, c'est que tu as plein de saveurs. Puis d'ailleurs,
si vous vous baladez partout dans le monde, là, pour voir à quoi ressemble la civilisation que vous visitez, allez faire un tour dans la section chips chez le détaillant, chez le marchand, enfin à l'épicerie, au magasin. Il y a des trucs, là, c'est incroyable. Donc, même ici, en France, on revient ici en France, puis vous avez chips saveur de Gouda, mais c'est des trucs un peu plus gastronomiques, on va dire. Mais le chips, il joue le rôle de quoi? À quoi ça sert un chips puis de la bière? Pourquoi est-ce que c'est bon? Pardon? Un exhausteur de goût, effectivement, le sel. On est sur de la patate frite, on est sur du sel. C'est exactement ça. Eh bien, vous allez faire un petit exercice, vous. La prochaine fois que vous allez boire de la bière, vous allez aller acheter 3 paquets de chips différents. Ça coûte rien, là. On parle de 6 €, là. 3 bières différentes, 3 paquets de chips différents, 9 possibilités. Et on va reparler de saveurs, d'arômes, puis de sensations, puis vous allez voir que les sensations de la bière, vous allez prendre une bière, vous allez prendre 3 chips différents. Puis je le fais pas, je vous demande pas de monter des trucs compliqués en gastronomie, là, je vous demande de juste aller avec chips. On laisse faire le fromage c'est autre chose. Vous allez juste vivre ça, puis vous allez comprendre ce que je viens de dire depuis à peu près une demi-heure, 40 minutes. Vous allez vivre une expérience complètement différente pour chaque bière. Parfois, cette bière-là va ressortir un petit peu plus l'amertume. Parfois, cette bière-là va ressortir un petit peu plus le sucre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fonction de ce que l'on goûte, en fonction de ce que l'on boit. C'est exactement la même chose quand on vient faire un festival de bière, où on commence à boire 45 trucs. J'ai bu, avant d'arriver ici, un petit produit de Grand Paris qui est un stout affiné 6 mois en fût de Bourbon. Alors, je sais pas si jamais j'étais censé le dire, mais c'est pas mal du tout. Ensuite de ça, je suis allé prendre à Ninkasi un produit avec petite cerise et copeaux de bois et levure de vin. Donc, on était sur quelque chose de complètement différent. Ben, si jamais je devais effectivement analyser cette bière-là, on est sur quoi? On est sur de la cerise, on est sur une fruitée acidulée. Elle est sour, elle a du fruit, mais elle n'est pas de sucre. Et on se rend compte qu'on développe un langage francophone unique et que ce langage-là s'applique pour n'importe quelle bière, peu importe le style, et n'importe quel accord bière-aimé. Si je vous dis, demain on fait une dégustation bière et fromage, apporte-moi une ambrée ronde ou une rousse ronde ou une brune ronde, une brune liquoreuse, quelque chose qui a du sucre. T'as pas besoin de savoir un style ou une marque, tu as juste des indications qui te permettent ensuite de ça, de t'amuser puis d'aller chercher des produits. Ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. Très, S'il y a très des bien. questions, allez-y, on va rester. J'ai laissé un peu de temps pour les questions, je pense. Oui, c'est Oui, bien, on on a a le encore temps. au moins 20 minutes, sans problème. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais... on a du temps, puis je vous dis, c'est hyper interactif. Je laisse toujours un 10-12 minutes pour des questions. Donc, c'est important. Je voudrais que vous me parliez de vous. Je voudrais que vous me parliez d'expérience. Alors, même le haut-parleur, il est plus fort. Donc, je voudrais avoir un peu d'expérience au niveau bière, de venir me parler de ce que vous avez goûté ici sur le festival et de ce qui est intéressant à voir. Oui, merci, Marion. Juste une question sur la rousse. Comment on fait la rousse? Alors, la rousse, tu vois, c'est pour ça que je vous laisse du temps, parce que ça permet de revenir sur des choses intéressantes. La rousse francophone nous vient principalement de milieu des années 80 au Québec. Le terme rousse a été réutilisé ici, mais il a été beaucoup utilisé en francophonie nord-américaine. Une rousse, c'est principalement basé sur un style de bière anglais qu'on appelle la Red Ale. Donc, Red, qui est devenu rousse, et Ale, Ale. Mais c'est pas simplement une traduction. Dans le sens que c'est pas juste une traduction de recettes qu'on a fait, c'est qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que la rousse est devenue par défaut un style à part entière. La Red Ale anglaise peut être un petit peu plus sur le biscuit, un petit peu plus sur l'amertume, ça dépend. Mais la rousse francophone, elle n'est pas amère, elle est faible en alcool, puis elle est facile à boire. Donc on est sur quelque chose de... Ici, tu en trouves un peu moins. Et ici, ce qui est important, c'est qu'il faut faire une différence, c'est que c'est un terme qui est utilisé par beaucoup de grandes brasseries, où là, dans ce cas-là, parfois, il y a ajout de caramel. Donc ils prennent une bière, donc une bière blonde, vous mettez du caramel, puis vous avez une bière rousse ou une bière ambrée. D'accord? Puis ça existe, on le fait, hein, dans le sens que les grandes brasseries ont tendance à utiliser parfois aussi des céréales qui sont moins chères, comme le maïs, pour brasser de la bière. Donc ça fait une différence. L'ambrée, elle, est une bière qui est basée à base de céréales caramel, mais dans le milieu de la francophonie en Europe, Belgique, France, etc., ces céréales-là sont, historiquement parlant, moins utilisées qu'en Angleterre. Ici, on a beaucoup utilisé du blé,
de l'avoine, de l'épeautre, de la céréale blonde, donc du malt d'orge assez classique, malt de base. Et ensuite de ça, les Anglais, eux, de l'autre côté, avaient ce qu'on appelle des Amber Ale. C'est un style qui existe depuis très longtemps. C'est un style qui existe depuis le 19e siècle, où les Anglais faisaient ce qu'ils appellent des bières de premier rinçage et la deuxième rinçage de la bière. Donc tu brasses une bière, tu mets de l'eau, tu récupères cette eau, elle est extrêmement concentrée, ça va te donner une bière premium. Tu remets de l'eau chaude, tu vas rechercher ce qui reste dans la céréale, ça va te faire ce qu'on appelle une bière de table, ou en anglais une two penny, ou une bière de Mars, ou tu sais, c'est plein d'expressions qui viennent d'un peu partout en Europe. Et les Anglais appelaient ça de la Amber Ale, qui était tout simplement une petite bière facile à boire, 2%, 2,5% d'alcool. C'est ça. Donc, mais en France, on a moins utilisé les céréales caramélisées parce que ça ne faisait pas partie de l'expérience brassicole au siècle dernier. On avait beaucoup de blé, on avait beaucoup d'orge. Puis quand tu regardes les styles de bière qu'on avait avant, blé, orge, on faisait du lambic, on faisait de la blanche. Puis techniquement, historiquement parlant, la différence entre un lambic puis une blanche, il n'y en a pas tant que ça. Je parle par rapport à l'histoire. C'était 45% froment, 55% orge. Le lambic, on l'utilisait en fermentation spontanée, mais il y a des brasseries de Belgique et du nord de la France qui avaient également des bacs refroidisseurs puis qui faisaient de la blanche, comme le lambic. C'était juste une question d'appellation. Et jusqu'au 19e siècle, on appelait les bières non pas par style, mais par lieu. Donc la blonde de Düsseldorf, la blanche de Paris, la blanche de ci, la blanche de ça, la brune de... je sais plus, mais bref, il y a un livre, si vous allez sur Google Books, c'est un livre gratuit. Vous avez un livre anglais qui a été écrit par un brasseur qui s'appelle William Black, qui a été écrit en 1830, etc. Et ça, c'est fort intéressant. Et si vous faites tout simplement des recherches sur Google Books de vieux livres de brassage, vous pouvez faire une recherche 18e, 19e, etc. Choisissez 19e siècle, marquez le mot bière, faites sortir tout ce qui est gratuit en Google Books. C'est fou comment est-ce qu'il y a de l'information hyper intéressante là-dessus. Puis c'est génial à lire parce que en 1836, Deschamps a écrit un livre sur la bière. C'est un brasseur belge qui a vécu partout en Europe. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il dit pour faire, on fait de la bière, puis on rajoute un malt spécial qui donne un mauvais goût à la bière, mais qui permet de fermenter plus vite. Ce fameux malt spécial-là, c'était quoi? C'était du malt caramélisé qui donnait un petit goût d'amertume caramélisée, mais qui faisait pas fermenter plus vite. C'est leur perception. Donc c'était savoir-faire empirique. Et puis si tu regardes encore plus l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que si on n'avait pas eu Louis Pasteur qui a travaillé sur le vin, on n'aurait jamais eu de fermentation toute l'année. Parce que lui, il a découvert que la levure de bière travaillait mieux en milieu anaérobique que... On est en train de dénaturer aussi la nature d'utilisation du style. Donc il va nous rester quoi? Il va nous rester les saveurs, les sensations,
Si quelqu'un veut nommer une blonde, ben, il faut comprendre que ça veut dire qu'il veut voir quelque chose de facile à boire. S'il veut continuer à nommer une brune, on va comprendre qu'il veut quelque chose avec un petit peu de sucre ou un petit peu d'amertume. Ça dépend toujours de quel contexte tu vois, si jamais il se rapproche plus des bières brune amère ou brune sucrée. Et au bout du compte, quand tu vas parler avec lui, il va rester quoi? Il va rester le fait que c'est quoi son feeling par rapport à la bière, c'est comment est-ce qu'il se sent par rapport à avoir essayé ça. Donc ça fait une grosse différence. J'ai répondu à ta question ou pas? Je suis spécialiste à ne pas répondre à ce qu'on me demande. Donc, alors, est-ce qu'il y a des brasseurs? Oui, il y a des brasseurs ici. Donc on a différents brasseurs. Qui brasse ici? Levez la main. Qui brasse maison? Parfois on a 1, 2, 3, 4, c'est bon, parfait. Levez la main ceux que leur style préféré c'est IPA. Oh, c'est pas si grand que ça. Levez la main, c'est leur style préféré, c'est blonde. Ok? Et donc les autres boivent quoi? Blanche? Stout? Donc, pardon? Stout, levez la main pour Stout, c'est vrai, il y en a deux, il y en a peut-être plus. Intéressant, c'est ça qui est intéressant, parce que moi j'ai souvent l'habitude de parler à un consommateur nord-américain. Consommateur nord-américain, en ce moment, là, quand je vous pose la question, c'est quoi qui boit, là? IPA. Et après, ils s'en foutent, New England, West Coast, machin, etc., ça n'a pas d'importance. IPA. Tu vas dans des bars aux États-Unis, là, il y a 20 lignes de fût, tu as 19 IPA, la 20e ligne de fût, c'est du cidre. Donc, grosso modo, là, fait que IPA, c'est vraiment une tendance. On est sur l'amertume, on la redécouvre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on découvre tellement l'amertume qu'on est en train de revenir à des bières plus légères, plus faciles à boire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est vraiment une introduction. Ça fait plaisir. C'est vraiment une introduction, effectivement, à l'exposé. Donc, merci à vous. Donc, bonne fin de salon. Je reste disponible après pour aller boire un verre avec ceux qui veulent, là, pour aller discuter sur les stands. Ça va me faire plaisir. Merci.